Bonjour, bonjour à ce nouvel épisode du DEJ Open Innovation organisé donc par le Connecteur, donc qui est un média qui s'intéresse à l'innovation positive et puis plus globalement à, on va dire, à l'émulation collective et qui, à ce titre, porte aussi le Club Open Innovation qui se réunit en amont de ces déjeuners où on choisit de partager en fait sur des sujets qui ont un trait avec la conduite de projets d'innovation ouverte. L'objectif du Club Open Innovation, c'est de rassembler ceux qui, à l'intérieur de leur organisation, conduisent des projets et qui vont venir dans ce club chercher de la ressource méthodologique, du retour d'expériences inspirantes pour réinterroger leurs pratiques, et puis aussi un peu de co-développement pour accompagner la posture de celui qui mène des démarches d'innovation. Donc voilà, donc l'idée c'est toujours de favoriser les lectures de situations apportées par l'un des intervenants au regard de ses propres expériences, des outils qu'on peut être amené à intégrer dans sa propre boîte à outils. Et donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle sur chacun des DEJ Open Inno que nous organisons, il y a toujours un temps de partage d'une expérience, une présentation d'un outil méthodologique et puis une conclusion en guise d'ouverture. Donc ça c'est pour la mécanique de manière générale. Et aujourd'hui, on accueille donc Didier Comte. Bonjour. Bonjour Didier. Donc Didier, toi tu as un parcours professionnel dans l'univers dit du social ou du médico-social jusqu'en juillet 2020. Donc en amont donc, de cette date, tu étais par exemple au département du Puy-de-Dôme en tant que chargé de projet insertion et politique de la ville, C'est ça, ou plus récemment en directeur général de l'ADSEA, qui est l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. c'est ça aussi. Et puis en juillet 2020, donc changement de trajectoire, et là tu te lances comme manager de transition. Et à ce titre, tu te positionnes comme accompagnateur de dirigeants en matière de gestion de ressources humaines, de gestion de crise ou de développement de projet. Et aussi en innovation managériale ou organisationnelle. Et c'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui, parce que tu as ce double regard, parce que tu as quitté le secteur social et finalement tu y reviens aujourd'hui avec une autre posture et une autre approche, et notamment dans le contexte du virage santé numérique qui a été impulsé par le ministère des Solidarités et de la Santé, alors un peu à marche forcée. Hein. Mmh. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement ce retour d'expérience sur la manière dont se vit la transformation donc à marche forcée d'un secteur qui est assez institutionnalisé. Donc Didier, est-ce que juste déjà pour bien comprendre le contexte dans lequel on se positionne, tu peux expliquer brièvement ce que c'est le virage numérique de la santé? Oui. Alors, virage numérique en Tu, santé. tu peux enlever ton masque. Pardon. Hop là, merci, c'est gentil. Virage numérique en santé, c'est tout simplement ce qu'on a peut-être tous, ou logiquement tous, c'est le dossier médical partagé qu'on a sur l'application de son téléphone et où on a son numéro de sécurité sociale, où on peut récupérer. Et donc, c'est tout cet environnement numérique autour de la santé et qui va, ça nous a servi pendant la période du Covid, permettre de la e-consultation, de la e-prescription. Alors c'est beaucoup plus large que ça, mais globalement c'est l'introduction d'usage numérique dans la pratique de santé. Et moi j'interviens moins dans le secteur sanitaire, les hôpitaux et les cliniques, mais plus dans le secteur des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes handicapées ou ceux de la protection de l'enfance, où on a un transfert de cette technologie qui était ouverte à tout le monde vers ces établissements avec un processus de modernisation, sans doute de numérisation aussi d'une partie des process, mais l'idée c'est comment on introduit des dispositifs numériques dans ces organisations, alors avec plein de dimensions, hein, un dossier unique de l'usager qui retrace les étapes de son parcours dans les établissements, là aussi de la e-santé avec comment on gère les prescriptions entre la personne qui est peut-être qui va sortir de l'hôpital et qui va passer par l'aide à domicile et comment on peut transmettre
des prescriptions médicales, comment on va transmettre un dossier médical. Enfin, c'est toute cette dimension-là. Et alors, c'est vraiment très très large. Il y a des sectorisations entre le sanitaire, le médico-social, mais c'est globalement cette idée-là, le virage numérique en santé, et le fait que l'État ait vraiment donné une impulsion extrêmement forte, y compris à renfort d'expérimentation et de crédits financiers, pour pouvoir mettre en place de nouveaux processus dans ce cadre-là. Ok, merci, c'est clair. Et donc concrètement, les interlocuteurs qui sont les tiens, qu'est-ce que ça fait bouger chez eux et comment ça se passe aujourd'hui? Tu travailles pour une start-up, hein, on parlait des démarches d'open innovation, donc là on est dans un univers de relations entre une start-up, des organisations qui peuvent être des collectivités ou d'autres profils, et puis des directives qui sont des directives d'État. La start-up c'est Tamia hein, qui est dans ce bâtiment. Comment, enfin voilà, qu'est-ce que tu identifies comme point de friction, comme opportunité, comment, voilà, qu'est-ce que ça fait bouger sur le terrain? Alors, déjà, pour reprendre l'environnement, c'est que globalement, on a des usagers ou des personnes prises en charge, on a les établissements médico-sociaux, EHPAD, maisons d'enfants, et l'État, ou les collectivités territoriales, puisque dans certaines compétences, l'État et les collectivités se partagent les compétences entre le handicap, la protection de l'enfance. L'idée de l'intervention de Tamia, c'est de se situer au centre de ce triangle et d'essayer de faire se parler les gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, qui peuvent avoir des représentations les uns des autres qui ne sont pas forcément toujours très positives, avoir aussi des usagers, par exemple, si on prend la situation des EHPAD, euh, la dimension numérique de son dossier personnel quand on est une personne âgée et qu'on peut avoir un électronisme, quand on est une personne handicapée et qu'on n'a pas forcément accès à ces outils-là, ben, l'idée c'est de se situer en médiation de cette volonté de l'État, les établissements gestionnaires, les usagers, et de changer les pratiques, de faire évoluer les pratiques, voire même de faire changer les usages, parce que des ordinateurs dans le monde médico-social, il y en a, ça fait longtemps. Mais par contre, est-ce que cet ordinateur, on pouvait l'introduire dans la relation avec le patient comme à l'hôpital? Vous savez, les infirmières qui sont avec leurs ordinateurs dans les couloirs, ça a parlé du virage numérique, c'est-à-dire qu'elles sont en train de faire de la tarification, de la codification des actes, mais aussi elles rentrent le parcours de soins, c'est-à-dire on en est à tel endroit, il y a eu tels examens qui ont été faits, et donc on a un parcours de soins. Ben, c'est la même chose dans les établissements. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner une start-up qui accompagne les gens à travailler ensemble. Donc on est un peu dans des niveaux méta. Les questions qu'on a à traiter, c'est la question de la modernisation, la question de la transformation, la question des évolutions et la question du changement. Et moi, c'est des domaines qui m'intéressent particulièrement. J'ai fait un mémoire universitaire sur le management du changement par les valeurs et par le projet. Et donc, en fait, Tamia, c'est exactement ça. C'est d'essayer d'accompagner ces trois pôles dans des projets, en essayant de les construire, et par des valeurs, parce que sinon, on reste de façon assez rapide. Tu parlais tout à l'heure des blocages qu'on rencontrait. On arrive très vite sur des blocages. Le premier blocage, c'est un blocage, j'allais dire, assez facile à dépasser, c'est celui du blocage technologique. C'est-à-dire, il faut, pour pouvoir faire du numérique, il faut qu'on ait des équipements, des autorisations, des droits, des logiciels, tout un paquet de choses qui soient mises en ordre. Donc ça veut dire le premier blocage, le premier blocage à lever, c'est la remise à niveau des systèmes d'information. Ensuite, c'est la gestion du temps, c'est-à-dire que le temps d'une collectivité ou de l'État et le temps d'une start-up ou d'un établissement médico-social, c'est pas le même. On a un dispositif qui est décidé par l'État, l'établissement qui fonctionne sur un rythme scolaire parce qu'il accueille des enfants, ben, on ne va pas pouvoir mettre en place les choses tout à fait en même temps. Puis la start-up, elle a besoin de travailler rapidement, elle a besoin d'expérimenter des choses, et donc il faut accompagner cette gestion du temps. Et puis le vrai premier gros blocage, c'est le changement des cultures. Et c'est ce qui va permettre de parler de l'outil que j'utilise. C'est parce que dans l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD, des malades à l'hôpital, des enfants dans les maisons d'enfants, ben, l'ordinateur, c'est pas un outil, c'est des métiers de la relation, c'est les métiers du care, c'est les métiers de la prise en charge. Et donc, introduire une dimension numérique là-dedans, c'est un peu diaboliser, en disant, mais non,
Nous, on est dans les métiers de la relation, on n'est pas dans des métiers techniques, et un ordinateur, ça va mettre une barrière entre nous et le patient, entre nous et l'enfant. Et donc, le vrai blocage à lever, le premier blocage à lever, c'est celui-là, de ce choc de culture et de comment on arrive à dépasser le côté l'humain et la machine informatique. Et donc, comment tu l'abordes quand tu arrives sur ce type de situation? Parce qu'effectivement, bon, la question d'équipement, on va dire ça, c'est relativement simple mais en revanche, les questions culturelles et les questions de transformation d'organisation, ça, c'est un autre sujet. Et enfin, tu disais, en fait, moi, ma posture, elle est justement à l'interface. Donc, comment tu exploites cette posture, enfin, j'allais dire neutre, ou en tout cas intermédiaire? Bah, comme tout le monde, la première fois, on se prend un mur dans la tête en se disant, ouais, on va parler un directeur d'établissement décide de passer sur des dimensions de virage numérique. En plus, là, on est dans des périodes expérimentales, donc il y a un côté de early adopters qui veulent avancer là-dessus, qui ont une appétence. Bah, souvent, on se retrouve confronté à un mur où on a du personnel éducatif qui dit, bah non, moi, mon métier, c'est la relation. Et puis, des développeurs de systèmes informatiques, des startups qui disent, ouais, mais nous, on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Et donc, la première approche, c'était une approche de difficulté qui était presque insurmontable, avec des chocs culturels. Et donc, en prenant du recul, l'idée de l'utilisation du diamant de Marchonnet, de la matrice de Marchonnet, je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais c'est de repositionner les choses avec les différents interlocuteurs, entre l'interne et l'externe, entre la stratégie et l'opérationnel. Et si on met ça dans la dynamique du médico-social, si on regarde que la partie basse, où on parle des besoins et des savoir-faire de la matrice, et ben effectivement, un éducateur spécialisé, il n'a pas besoin d'un ordinateur pour entrer en relation avec un enfant. Quelqu'un qui travaille dans un EHPAD, il n'a pas besoin d'un ordinateur pour entrer en relation avec la personne et lui apporter des soins. Et de l'autre côté, les développeurs informatiques, ils comprennent rien entre l'analyse systémique, la dimension clinique. Voilà, il y a deux mondes qui ne fonctionnent pas. Donc quand on est dans cette partie basse, entre des besoins, des savoir-faire, ça ne marche pas. Et l'idée, c'est de remonter dans la matrice et en se disant, attendez, on va essayer de discuter autrement de cette dimension du virage numérique en santé. Ok, on va parler des peurs, des tabous, on en parlera tout à l'heure, d'un risque d'ubérisation qui peut être présent, mais est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord sur une éthique, des valeurs, une vision? C'est-à-dire, si au lieu de passer du temps à gérer des dossiers papier, c'est géré par un outil, je vais avoir du temps pour être proche des gens. Si le parcours du jeune, c'est-à-dire que chaque fois qu'il change d'établissement, il n'est pas obligé de raconter son histoire et des fois des histoires qui sont un peu douloureuses. S'il y a un dossier unique de l'usager qui retrace certains éléments, alors avec plein de précautions, parce que secret partagé, des dimensions de secret médical, mais ça se contourne et ça se conditionne avec des choses comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, la dimension du virage numérique ne pourrait pas nous permettre de nous recentrer sur le cœur de métier et donc de trouver les points communs qu'on a pour libérer du temps? C'est-à-dire qu'au lieu de passer du temps à faire des plannings, que le cadre soit plutôt en soutien des professionnels qui peuvent se retrouver dans des dimensions difficiles. Et donc on abandonne le papier gomme crayon. On a sans doute un ERP ou un CRM qui fait des plannings. Alors ça demande du temps dans la mise en application. Au démarrage, ça pédale un peu dans la semoule, mais à un moment donné, on arrive à optimiser du temps, à gagner du temps, et à se dire, on va se recentrer sur le cœur de métier, l'encadrement des professionnels, le recrutement, l'encadrement, la formation, la prise en charge des événements indésirables, la dimension plus humaine. Et une fois qu'on est remonté on n'arrive pas à se parler parce qu'on est dans deux mondes différents, à remonter sur les valeurs, donner du temps aux professionnels, donner de l'attention aux usagers, on arrive à redescendre en se disant, quels seront les endroits, qu'est-ce qu'on pourrait numériser, où est-ce qu'on pourrait gagner du temps pour être en proximité. Et c'est des choses aussi qui donnent une autre dimension dans l'accompagnement, en se disant par exemple, si on numérise un livret d'accueil, j'accompagne mon parent en EHPAD,
je suis l'enfant de proximité qui accompagne ce genre de choses-là, mais néanmoins le livret d'accueil et les conditions d'accueil, mon beau-frère ou ma belle-sœur qui est dans les dom-toms à l'autre bout de la France, il peut en avoir lecture, il peut donner un consentement, enfin il y a tout un paquet de choses qui du coup vont améliorer cette prise en charge, vont fluidifier les relations là aussi entre l'établissement et l'usager, et donc on va rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure sur la dimension de l'État. On a une conduite d'un dispositif qui est certes expérimental, qui peut avoir des risques et on conclura là-dessus, mais qui aussi apporte une amélioration et, à mon avis, des axes de progrès à partir du moment où on n'est pas simplement dans ces éducateurs ou ces infirmiers qui ne veulent pas parler aux informaticiens, ces informaticiens qui organisent tout avec du 0 et du 1, mais qu'on remonte sur à quoi ça sert et qu'on redescend, et que donc du coup les process d'organisation se mettent en œuvre de cette façon-là. Ok, et ce matin, donc c'est pas un sujet qu'on a évoqué en amont, donc j'espère que je te mets pas en difficulté, mais ce matin, le sujet de réflexion du club OpenInno, dont je parlais tout à l'heure, c'est les indicateurs, pour utiliser un mot français, KPI, pour évaluer justement la performance de démarches d'open innovation en fonction des attentes. Et là, aujourd'hui, est-ce que justement le secteur médico-social, il a des indicateurs sur ces sujets-là sur lesquels il est évalué et qui le pousse à transformer et si oui, comment ça s'intègre dans la culture interne de ces organismes? Bah, le secteur médico-social, comme tous les secteurs, est soumis à l'évaluation. Ça a été dans les années passées des vrais traumatismes. Après, la question, c'est l'évaluation de quoi, pourquoi faire. Et alors, pour répondre à ta question, sur l'innovation numérique, non, on n'est pas dans ce degré-là. Mais par contre, sur des questions autour il y a des indicateurs chiffrés, économiques, voilà, de TP, de nombre de TP, voilà. Mais il y a aussi des indicateurs qui sont plutôt liés à la bientraitance, à la qualité des soins, à la qualité des prises en charge. Mais on est là aussi dans un choc culturel entre des métiers qui étaient plutôt des métiers vocationnels et avec une dimension très humaniste à des métiers où aujourd'hui, effectivement, la commande publique fait qu'il faut mesurer. Là aussi, c'est comment on accompagne le changement et que l'évaluation, ça peut être du contrôle, mais ça n'est pas que du contrôle. Et c'est comment aussi les organismes prennent part à ces démarches d'évaluation pour ne pas faire que les subir en ayant remplissé le tableau, mais comment à un moment donné, à travers des indicateurs, on va donner une illustration éducative, pédagogique, de prise en charge des personnes. Comment on va choisir qu'on a peut-être plus de TP dans un service où on a besoin de plus d'attention avec les personnes qui sont reçues parce qu'elles ont des pathologies, des problématiques plus importantes, et peut-être comment à certains moments on est sur une activité ambulatoire ou une intervention à domicile parce qu'il n'y en a peut-être pas besoin. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait, de la même façon que la matrice, il y a un aller-retour entre la pratique de terrain et le sens qu'on donne, et l'évaluation c'est la même chose. Mesurer les nombres de TP, ça sert à rien. Mesurer le nombre de TP et voir si on a permis à des gens de finir leur jour chez eux dans de bonnes conditions, ou s'ils ont fini leur vie dans un hôpital avec une prise en charge extrêmement pointue parce qu'ils avaient des pathologies. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est aussi comment à un moment on ne subit pas l'évaluation, mais on y participe, et comment à un moment donné, dans le triptyque usager, établissement et État, on est capable d'influer sur des choses. Alors après, il y a effectivement des critères économiques qui sont toujours présents, mais ils sont présents à plein d'endroits. Mais c'est aussi la question, et moi je pense que la question du sens, elle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'associations, de mouvements qui sont engagés, de se dire, on participe à ça parce que c'est le cadre de la commande publique qui nous est donné, mais en même temps, on peut avoir un niveau d'influence et à travers des chiffres, dire des choses du sens de la bientraitance, du sens du soin, du sens de la prise en charge, du sens de comment on a accompagné des gens, des jeunes dans leur prise d'autonomie, leur prise d'indépendance. Donc voilà, c'est encore sans arrêt cette question entre la pratique et le sens.
Et effectivement, tu m'as devancé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur, on va dire, une forme de traumatisme justement du côté, je sais pas, enfin, je trouve pas le mot que je cherchais, mais de l'hyper-administration, de l'hyper-évaluation dans ces professions du lien et avec justement une perte de sens vécue par les personnels hospitaliers, enfin, etc. Donc c'est vrai que là, tu interviens sur un terrain qui est déjà, enfin, qui est loin d'être vierge et qui est plutôt sur un vécu négatif. Et juste, du coup, pour reboucler sur cette matrice, qui est donc ton outil méthodologique, concrètement, comment, comment elle s'utilise pour démarrer en fait une interaction, enfin un travail collectif sur... Euh, Alors, je réponds d'abord à cette question, puis après au reste. Parce que, en plus de ne pas être vierge, c'est un terrain qui est un peu miné, la question de l'évaluation et des coûts et tout ça. La question de la matrice, ben, tout simplement, c'est d'aborder avec les dirigeants, puis les cadres, et quand c'est possible, avec les équipes, de leur présenter l'outil et cette vision. C'est-à-dire de changer un peu le repère dans lequel ils évoluent et de se dire, est-ce qu'on pourrait regarder votre monde, vous en avez votre vision, moi je viens en tant que consultant, j'interviens avec une start-up qui est chargée de vous accompagner dans votre changement, on va changer un peu les méthodes, est-ce que vous pouvez regarder le monde à travers mon prisme? Alors ça prend du temps, il faut expliquer, les positionnements ne sont pas toujours très simples entre est-ce que c'est de l'interne ou de l'externe, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est opérationnel. Donc en plus, c'est des moments d'accompagnement des dirigeants, des cadres intermédiaires et des équipes dans la compréhension de ce genre de choses-là. Donc ça permet de lever certaines appréhensions, ça permet de valoriser certaines choses qui sont déjà faites. Et donc en essayant de cartographier un établissement à travers la matrice, de cartographier ses ambitions, de cartographier les positions des gens dans l'établissement de cette façon-là, et ben, on arrive à discuter et à se remettre d'accord sur qu'est-ce qui est du sens, qu'est-ce qui est opérationnel, où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Et moi, un des principes que j'utilise assez fréquemment, c'est de dire on va plutôt parler de ce dont on n'est pas d'accord que ce dont on est d'accord. Parce que si on parle de ce dont on est d'accord, très vite, on va arriver sur le fait que vous êtes là pour les personnes âgées, pour les enfants accueillis, pour les personnes handicapées. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne peux plus travailler puisque j'ai plus rien à dire. Vous êtes là-dessus. Par contre, si on parle de les difficultés que vous rencontrez, les incompréhensions que vous avez entre catégories professionnelles, des angoisses que vous avez sur une perte de financement ou de la difficulté que vous avez au niveau de la reconnaissance de vos métiers, ben, à partir de l'expression de ces désaccords, de ces inquiétudes, des fois de ces tabous, on arrive à travailler, à repositionner en disant, ben, par exemple, ben non, le travail, je ne sais pas moi, de la culture d'entreprise, c'est au cadre de travailler à la culture d'entreprise. Et puis nous, équipe, on verra comment on s'inclut ou on ne s'inclut pas là-dedans. Et on arrive à bien partitionner, enfin à mieux partitionner les choses. Mais donc du coup, c'est on analyse, on présente, on explique, on fait en sorte que les gens se l'approprient, on met en évidence les tensions, on évite d'être tout de suite d'accord, parce que vraiment dans le secteur, c'est comme quand dans la démarche commerciale, on dit bah, on est sur une démarche client et bah, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que tout le monde est là dans une démarche client, on veut vendre des produits dans les commerciaux. Et ben, dans le secteur médico-social, tout le monde est là pour le public, mais pas tout à fait de la même façon, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes compétences. Et donc de parler des désaccords, de ce qui fait tabou, de ce qui fait peur, et aussi de ce qui marche bien, il faut aussi valoriser. Mais partir sur ce chemin-là, c'est quand même un truc qui est intéressant et qui nous permet de repositionner les choses et de fixer des priorités et puis des étapes à franchir. Et puis voilà. Enfin, après, c'est management du changement par les valeurs et par le projet. C'est-à-dire qu'après, il y a quels sont les besoins, comment on va répondre, quels sont nos objectifs, quels sont les moyens. On redécline comme ça. Mais c'est un espèce de... On repart en arrière avec un nouvel outil, avec une intervention extérieure qui est un peu différente. Et après, on essaye de reconstruire. Merci. Et sur le terrain miné, donc, c'est ça? Oui, il nous reste 5 minutes en fait.
Donc sur le terraminé et en fait, sur ta page Facebook récemment, tu as partagé un truc en lien avec ce sujet-là. Et alors ça a généré plein de commentaires justement autour de l'outil qui prend le pas sur le sens, le lien, enfin, etc. Et c'était drôle parce que finalement c'est une magnifique introduction à, à cet échange. Donc aujourd'hui, comment tu te positionnes et comment tu appréhendes cette notion de danger? Bah, à mon avis, toute innovation, elle est soumise à ça. C'est-à-dire, dès qu'on introduit de la nouveauté, dès qu'on introduit des nouveaux process, dès qu'on va modifier les systèmes de gouvernance, les systèmes de pilotage, les systèmes d'organisation du travail, on va avoir la technique du c'était mieux avant, la technique de on ne sait pas où on va. Ça, j'allais dire, c'est normal. Dans ce secteur-là, que ce soit celui du sanitaire ou du médico-social, il y a effectivement et réellement le fait de se dire qu'il y a des baisses drastiques de moyens et que ça peut dégrader, et ça dégrade le temps, les effectifs en prise en charge. Mais ce constat-là, oui, je veux dire, c'est le choix des élus en place. Moi, à mon petit niveau, je n'ai pas bien moyen d'agir là-dessus. Je le constate, je le déplore pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, ma position dans l'accompagnement des structures, c'est soit je calimérodise avec eux et puis j'accompagne des burn-out, des bore-out, des crises institutionnelles, des grèves. C'est pas mon rôle. Ou à un moment donné de se dire, il y a ce constat-là, il y a des vrais risques. Hein. Par exemple, quand on parle du virage numérique en santé, dans les ESMS en particulier, c'est le risque de l'ubérisation. Ça va être le service social ubérisé. Déjà, discuter sur ce sujet-là, moi, ça me paraît intéressant. Qu'est-ce que c'est l'ubérisation? C'est une plateforme ou un moyen de mettre en relation une offre et une demande de façon simplifiée. Quand on parle du resto et qu'on pense à Uber Eats, pardon pour les marques, on dit oh là là, les livreurs ils sont mal payés, etc. Mais quand on parle d'une AMAP, on n'a pas le même regard. Or, une AMAP, c'est qu'un système d'ubérisation. Des producteurs qui vendent à des consommateurs dans une chaîne courte sont passés par les intermédiaires que peuvent être les grossistes, la grande distribution et des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, cette ubérisation, elle peut être vécue comme étant très négative, car dans une politique de coût, ou elle peut être vécue comme extrêmement positive dans une politique de sens. Politique de coût, vous voyez où ça se situe, politique de sens, mieux manger, le bien-être, et donc du coup, la map qui me met en relation avec des producteurs de produits locaux, donc je ne fais pas brûler du kérosène pour acheter des trucs, de produits bio, donc je fais attention à ma santé, c'est une démarche d'ubérisation qui est positive. Et la position dans laquelle je crois et la posture que j'essaie de tenir, c'est de dire oui, le virage numérique, ça peut être qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui est que derrière son ordinateur et qui rentre que des codes et qui rentre que un rapport et qui s'intéresse plus à la personne qui est en face de lui. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir une automatisation des plannings et qui du coup va être plus en lien avec ses équipes pour gérer leurs difficultés et qu'il n'y aura pas de planning qui se chevauche parce que papier, gomme, crayon, quand on est fatigué, qu'il est 5 heures du soir, des fois on fait une erreur et des choses comme ça. Et ce risque de l'ubérisation, il est clair, net et précis. On pourrait très bien imaginer une plateforme qui mette en relation des gens qui ont besoin d'aide à domicile et puis des personnes qui ont des besoins. Ça existe déjà. Donc il n'y a pas de risque, ça existe déjà. Après, la question, c'est comment, à un moment donné, le secteur, l'État, les collectivités territoriales, le secteur associatif ou pas associatif dans certains types de prise en charge, est capable de mettre de la valeur, du sens dans ce genre de choses-là. Si l'idée, c'est de fournir des gens pas qualifiés pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour de l'aide à domicile, ça peut marcher. Mais si à un moment donné, c'est aussi de faciliter l'accès en milieu rural entre des personnes qui recherchent du travail et qui ont des compétences et des personnes qui ont un besoin, c'est une ubérisation qui ne me paraît pas complètement déconnante.
Alors vraiment, il y a des risques et on voit que là, la question de la culture, il faut vraiment y aller à tâtons. On est en train de découvrir parce que la vision qu'on a du virage numérique, elle peut être extrêmement agressive et on voit les grandes plateformes de vente par correspondance. Je pense qu'à un moment donné, il y a d'autres façons, par exemple, de mettre en relation ce que je disais, le besoin d'une intervention et la disponibilité des gens sur un territoire. Il y a des modèles qui sont, on se penche là-dessus avec Tamia en particulier, sur les développements de modèles semi-autonomes ou autonomes, où on a des plateformes informatiques qui servent à permettre à des usagers d'être en relation directe avec les professionnels et avoir une réactivité. Alors ça ne se fait pas sans condition, ça ne se fait pas sans des vraies valeurs sur qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est des systèmes qui peuvent exister, qui aujourd'hui sont opérants dans les pays du nord de l'Europe, qui commencent à arriver en France, où on a par exemple des services d'aide à domicile, où les gens sont équipés de smartphones, et au lieu que ce soit votre chef de service qui vous dise aujourd'hui Madame Intel elle est hospitalisée, vous n'allez pas chez elle et vous allez faire autre chose, et bien effectivement quand la personne elle est hospitalisée, le système informatique gère. Et donc, du coup, la personne, elle reçoit l'information en direct qui lui dit ben, aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller chez madame Intel, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas diaboliser. Il faut pas diaboliser. Mais encore une fois, c'est comme pour Uber Eats ou la map. Euh, le sens qu'on donne aux choses fait que c'est pas l'outil. Et si aujourd'hui, on se focalise sur l'outil en disant je suis un soignant, j'ai pas besoin d'ordinateur, ou je suis un éducateur, j'ai pas besoin d'ordinateur, et ben on n'y arrive pas. Si on arrive à remonter en se disant j'ai besoin de plus de temps pour m'occuper des enfants, et à ce moment-là, qu'est-ce qui me prend du temps? Écrire des rapports, gérer des plannings, faire des choses comme ça, et ben peut-être que là, il y a des vases communicants. Mais pour moi, on est vraiment aux prémices, et c'est aussi là l'enjeu et le défi de travailler et dans ce secteur-là avec des collectivités publiques et l'État, et avec des établissements associatifs et avec des startups où, comme je disais tout à l'heure, hein, le rapport au temps et à l'espace n'est pas tout à fait le même. Moi, c'est ce qui me passionne et voilà pourquoi je fais ça. Merci Didier. Donc on retiendra, on va dire, le management par le sens et les valeurs Mmh. sur des projets complexes comme celui-ci. Donc merci. Donc là, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions à poser à Didier, que ce soit en live ou parmi vous, c'est le moment. Alors moi, c'est pas une question, mais plus une remarque. Tu disais sur le sens qu'on met derrière les... je ne peux pas hurler. Je répéterai. Ouais, les outils numériques. Pour avoir vu dans les services à domicile, où avant on faisait les plannings à la main, puis à un moment donné, il y a le numérique qui est venu remplacer avec les plannings qui sont finalement organisés par des algorithmes, ce qui fait qu'on n'a plus des humains, on a des heures de disponibilité et on a en face des besoins. Et en fait, l'organisation, l'optimisation, elle va se faire sur, il faut trouver les personnes pour remplir les trous. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnels qui vont faire ça là, toute la journée et des distances hyper grandes entre une intervention et une autre intervention, des distances où les gens ne sont pas payés pendant qu'ils font ces trajets-là. Et on n'a pas choisi de prendre un algorithme qui ferait en sorte d'organiser les plannings pour que ça soit dans un secteur géographique plus restreint pour ces personnes-là, pour ces scènes à domicile. Donc il y a aussi derrière l'outil numérique le choix qu'on va, la manière dont on va choisir de flécher l'efficacité. Et là, clairement, c'était il faut le plus d'heures possibles auxquelles on puisse répondre, donc d'un point de vue complètement économique. Et en parallèle, finalement, ça a dégradé complètement la qualité du travail et la qualité de vie des personnels soignants. Donc c'était juste faire cette remarque de dire, en effet, l'outil il n'y est pour rien. En fait, c'est juste qu'on a choisi d'optimiser le nombre d'heures versus le quotidien des personnels. Je vais juste reformuler. Alors, c'est pas une question facile, mais l'interrogation, c'est celle, on va dire, de la dimension, de la capacité de l'outil numérique à prendre en compte toutes les problématiques humaines, y compris celle
de l'intervenant chez l'usager final. Et en l'occurrence, l'exemple était celui des heures de besoins exprimés par l'outil informatique et des heures disponibles chez les intervenants. Ça, on fait coller les choses de manière automatique sans prendre en compte les dimensions de déplacement, de temps passé, de temps perdu, etc. L'externalité négative en fait d'une solution numérique. Alors, tu as quelque chose à ajouter avant que Didier réponde? Ok. Oui, pour moi, c'est la question du coup de qui construit le sens qui est donné au logiciel, qui pilote le logiciel, encore une fois. Et effectivement, c'est un prolongement donc, de la question, c'est qui construit l'outil, parce que le propos c'était l'outil n'y est pour rien, mais finalement si l'outil il y est pour quelque chose et il est le reflet d'une manière de rentrer dans le sujet et de prendre en compte ou pas certaines des dimensions. Donc à toi Didier. Alors, premier point, c'est qu'on est dans des démarches expérimentales. Donc qu'il y ait des choses qui ne soient pas complètement opérationnelles, qu'il y ait des choses où on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui, si on met en face des besoins et des heures et qu'on n'a pas intégré le paramètre kilomètre, on va avoir des gens qui vont faire plein de kilomètres. On est en phase expérimentale, ça se développe, ça s'améliore. Il y a justement tout un travail qui est conduit par plein d'instances. Je pense à la NAP, je pense à la direction direction du numérique en santé au niveau national. Il y a des groupes de travail, il y a des choses, il y a des gens qui se posent des questions, il y a des chercheurs qui analysent. Pardon. Du coup, je voudrais reposer la question de manière encore plus... est-ce que les aides à domicile, est-ce qu'à un moment, elles sont associées à ces réflexions? Alors, je vais venir. Donc, premier élément, c'est la dimension expérimentale, la recherche, le fait qu'il y a des gens qui réfléchissent autour, et effectivement, le fait qu'il peut y avoir des écueils. Et ça, il y a des écueils, c'est vrai. Le deuxième point, c'est de se dire, dans la dimension numérique comme en informatique, le principal problème, il se situe plutôt entre le clavier et le fauteuil. Les machines, elles font ce qu'on leur demande de faire. Alors après, on pourrait introduire, et si on mettait de l'intelligence artificielle, peut-être que... Je pense qu'un jour, on pourra peut-être se poser cette question-là, d'introduire de l'intelligence artificielle pour éviter ce genre d'écueil. C'est-à-dire d'arriver à programmer des choses qui soient pensées, des réflexes qui se mettent en œuvre dans les programmations. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Et donc, il y a encore quand même la question de l'opérateur de l'outil informatique et avec différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des structures où les gens ont été associés à l'élaboration des projets et où donc on a pris en compte la question de leur acculturation aux outils numériques, la question de leur appétence, de leur capacité, de leurs compétences. Alors voilà, on est vraiment... Il y a des endroits où non, il y a des logiciels qui ont été développés, qui ont été mis en œuvre. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est dans une démarche qui est pour moi nouvelle, expérimentale, dans des vraies démarches d'innovation, et avec le fait que ça vient vraiment interpeller tous les niveaux, du côté opérationnel comme du côté stratégique, en se disant peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels le virage numérique, il est allé trop loin. Peut-être que la dimension de la prise en charge elle est plus importante et qu'il y a des parties entières qu'on n'est pas obligé de, entre guillemets, numériser. Et heureusement, et on va prendre du recul par rapport à ça. Et il y a des endroits où c'est des logiques descendantes, on installe un logiciel et puis il se met en application. Et puis il y a des endroits où, aussi parce que c'est dans des logiques d'innovation, aussi parce que c'est dans le monde associatif, aussi parce qu'on est dans cette démarche expérimentale, il y a des professionnels des métiers qui ont été associés en disant ça on pense que c'est bien, ça on pense que c'est pas bien, ça on veut pas le faire. Enfin, je veux dire autour de la praxis et de l'utilité. Mais voilà, encore une fois, si on est en opposition en bloc, on n'arrive pas à discuter, on remonte sur le sens et après on redescend et on essaye de bâtir ensemble de qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on met pas. C'est toute la question, par exemple, des accès. Si on a un dossier unique de l'usager, où on va retracer ses événements de vie, ses événements médicaux, etc. Qui a accès à ça? Les accès, ça se configure en disant
le psychologue de l'établissement, il a accès à une partie, le médecin, il a accès à une partie, l'éducateur, il a accès à une partie. Et puis il y a aussi des fois où ça fait du bien de se dire, là on va parler de la situation d'une personne, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, et donc on se met autour de la table et on en parle. C'est pas l'ordinateur qui va tout régler et tout ça. Donc vraiment, il y a comment ça ne reste qu'un outil, et comment cet outil il peut être soit décliné de façon très automatique et avec des écueils, soit comment il peut être construit. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des constructions à partir de la pratique de terrain, et c'est ce que permet la démarche expérimentale. Alors là aussi, il peut y avoir des écueils. Voilà. Moi, je me dis que, encore une fois, remettons le truc à sa place. C'est-à-dire, c'est un outil, il peut faire gagner en efficacité, il peut faire gagner en rationalité. Un ordinateur ne va pas soigner les gens, ne va pas faire un projet éducatif, ne va pas accompagner un jeune à la mission locale, même si effectivement, le jeune, quand on va lui dire t'as rendez-vous à la mission locale, la première fois, l'éducateur il va l'accompagner, puis la deuxième fois, il va peut-être simplement lui dire tu te rappelles, tu peux y aller comme ça, et le plan pour le bus, c'est tel truc, et on a un appui qui fait qu'un jeune qui n'est pas très autonome, au lieu de se retrouver à ne pas aller à la mission locale parce qu'il ne sait pas comment on prend le bus, parce que, ben, il sait que peut-être qu'il a un truc qui va lui permettre de gagner en autonomie. Donc, voilà. Mais aussi, cette démarche expérimentale et ce droit à l'erreur, et de se dire aussi vraiment qu'il y a aussi des champs sur lesquels le virage numérique, il n'est pas opportun. La relation de nursing qu'on peut retrouver dans ce secteur-là, parce que les gens ne vont pas bien et tout ça, c'est pas du numérique. Il y aura toujours cette relation de prise en charge, de soins, d'attention interpersonnelle, et que ce côté-là, ben, on ferme l'ordinateur. Il y a aucun état d'âme là-dessus. Par contre, organiser des plannings, oui, peut-être que là, il y a des choses à gagner, et qu'il vaut mieux que le cadre accompagne les gens qui ont à gérer des situations difficiles que de faire du papier gomme crayon. Mais en même temps, il y a aussi le risque qu'un logiciel qui serait appliqué, qui serait que descendant, pourrait avoir quelques aberrations dans ces phases expérimentales. Merci Didier. Est-ce qu'il y a une dernière, ultime question? Puisque là, il est moins 2, je crois. Pas d'ultime question. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Didier. Et donc, vous pourrez retrouver cette intervention sur la page YouTube du Connecteur, sur le site du Connecteur, dès qu'il sera remis en ligne. Merci à tous. Et au mois de décembre, prochaine date, ça m'échappe. Manu, peut-être le 16-17 décembre. Oula, c'est juste, ça sera un déj openino de Noël. Merci. Merci.